Donc l'idée c'est qu'on échange un peu de tout ce qui peut vous passer par la tête. Moi je peux vous parler aussi de voilà, tout le processus d'élaboration du film. Après j'ai amené quelques documents qu'on pourra regarder à la fin si on a le temps en fonction de ce qu'on s'est raconté. Je vous ai amené quelques planches de storyboard. En fait pour le film, bon, on fait normalement, c'est pas obligatoire de faire des storyboards et tout ça, mais pour ce film-là on l'a fait pour les moments un peu qui nécessitaient des effets spéciaux, la météorite, le cratère à la fin. Pour la scène avec le dinosaure et tout ça, on s'est amusé à faire quelques planches. Je vous ai amené un extrait du scénario. J'imagine que vous en avez déjà vu passer, mais on pourra regarder. Une note d'intention. Et si on a le temps à la fin aussi, on pourra regarder un documentaire qu'a fait un ami à moi, réalisateur, sur la période du casting. Mais pour me présenter rapidement, du coup, moi je suis originaire du coin. J'ai grandi dans un petit village à côté de Béziers, à Luran. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment à 8 km de Béziers. J'étais à Serion au collège. J'ai fait donc 3 ans ici, à l'internat, en option CAV. Donc j'étais option lourde, c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas. Spécialité, voilà, donc j'ai fait CAV au bac. Je voulais en fait commencer en te faisant réagir à une image que j'ai retrouvée dans les archives. Oh, les vieux dossiers, vas-y. Une image des archives, et que tu puisses nous en parler. Ça va à mon avis, plaire. Il n'y a rien de compromettant. Non. Est-ce que c'est bien toi? Alors c'est bien moi qui cours avec une poubelle. Qu'est-ce que c'est ça? Alors est-ce que tu t'en souviens? Ouais. C'était notre film de terminale qui s'appelait Les vieux, c'est bien, mais c'est vieux. Et c'était l'histoire d'un petit-fils indigne qui ne rendait pas souvent visite à sa grand-mère. Et du coup, les vieux de la maison de retraite montaient une sorte d'opération commando pour le faire rentrer dans le bon chemin. Et on avait fait jouer notre prof d'histoire, monsieur Carsenac, pour la petite anecdote. Mais là, donc, c'est pas notre prof d'histoire, c'est Julien. Je pense qu'il fait une sorte de plan subjectif du vieux monsieur qui est censé être sur le fauteuil. Et on fait toujours les travelling comme ça. Ah, ça n'a pas changé, hein. C'est le fauteuil roulant qui sert de travelling. Ça marche très bien, mais ça dépend des sols, quoi. Voilà. Après le bac, j'ai fait une licence d'art du spectacle à Paul Valéry, à Montpellier. C'était de belles années. Après, j'avais présenté la FEMIS, le concours de la FEMIS, donc une école de cinéma à Paris, une des quelques écoles publiques. Et voilà, donc je l'ai eu en production et c'était très bien comme ça. Paris, c'était 4 ans. Et dès la sortie de l'école, j'ai commencé à écrire donc le scénario des météorites, que vous avez vu tout à l'heure. J'avais réalisé 3 courts-métrages avant, pendant les cours et en dehors, dont un que j'ai fait tout de suite en sortant. Mais voilà, je suis sorti en 2013. Donc en gros, j'ai une période d'écriture de... Quoi, si on met tout bout à bout, là ça fait 6 ans. Hein. Sachant que le film, on l'a tourné quand même été 2017. Donc en gros, entre le moment de la première écriture et le tournage, ça a pris 5 ans. Voilà. Ce qui était chouette, c'est que j'ai réussi à faire un court-métrage juste avant de tourner le long. Et ça, c'était bien, parce que quand on n'a pas tourné depuis un moment, d'être enfermé dans l'écriture et tout ça, c'était bien de reprendre contact un peu avec le plateau, l'équipe et tout ça. Et voilà. Donc 5 ans, c'est long. Mais finalement, c'est marrant. Je me dis que parfois, c'est des sortes de cycles, finalement. Comme vous avez 4 ans le collège, et puis vous avez le lycée, vous avez la fac. Maintenant, moi, j'ai des films, quoi. Voilà. Et ça me fait à chaque fois des sortes de cycles. Pour ce film-là, c'était particulier parce que j'avais pas vraiment d'idée d'histoire. Voilà. Je savais que je voulais faire un film sur une jeune fille dans le sud de la France. Aussi parce que dans tous mes courts-métrages précédents, j'étais davantage dans des univers masculins et tout ça. Donc, je pense que ça a joué aussi. Donc voilà, j'avais cette idée J'avais l'image comme ça de la montagne, le Caroux, et d'une fille qui marche dans les vignes.
Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, je commençais à écrire. Au début, on a bossé à deux sur le scénario avec Lucas, qui m'a juste aidé à poser un peu des bases et tout ça. Alors au début, l'histoire était beaucoup plus réaliste, et même elle était centrée sur le personnage d'Alex, là qui joue le meilleur pote et tout ça. C'était le personnage principal du film. Ah, bah, je me contredis avec ce que je viens de dire, mais assez rapidement, justement, on est retombé sur ce personnage féminin. Et que dire de l'écriture? Bah, c'est assez solitaire, pour le coup. Moi, j'ai passé quand même 3 ans tout seul. Ce qui n'est pas évident aussi pour un premier film, et notamment pour un film comme ça, c'est-à-dire que j'écrivais, mais sans savoir si le film allait se faire à la fin. Après, j'ai la chance d'avoir un producteur quand même qui me suivait, qui m'a un peu payé pour l'écriture. Mais voilà, il y a toujours ce truc-là, c'est-à-dire qu'on doit se projeter, c'est une durée très longue, et on ne sait pas à la fin si ça va aboutir. Voilà, donc ça arrivait par couche, mais pendant très longtemps, le film était vraiment réaliste. Je ne sais pas comment dire, ancré dans la chronique, il n'y avait aucun élément fantastique ni rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé sur la fin, sur les 10 derniers mois, où justement j'ai travaillé avec un co-scénariste qui s'appelle Salvatore, qui a plus d'expérience que moi dans l'écriture et tout ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'a structuré, qui m'a mis à l'aise, et justement j'ai pu mettre un peu de fantaisie dans le récit parce que lui il gérait la structure. Ça c'était ce qu'on avait fait pour la météorite. Bon, voilà, c'est très simple, mais à la fois ça nous a permis nous d'imaginer, parce que moi j'avais jamais fait d'effets spéciaux avant ni rien, donc ça m'a bien aidé de pouvoir me projeter dans quelque chose de virtuel. Elle devait se faire pipi dessus. Voilà. En fait, normalement, elle devait voir la météorite, elle était en train de faire pipi, elle voyait ce truc, elle se levait, mais tellement absorbée par ce qu'elle voyait qu'elle se faisait dessus. Donc on avait installé une petite poche avec du jus de pomme et tout ça. Et la maquilleuse était cachée derrière elle et devait envoyer du jus sur sa cuisse. Bon, sauf qu'au final, on a essayé de le monter, c'est pas terrible, quoi, qu'elle se fasse pipi dessus. Alors au début, quand on écrivait, on voulait, en fait, elle devait rentrer de boîte de nuit avec Jamila, parce que dans le scénario, Jamila était beaucoup plus fêtarde, boîte de nuit, dance floor et tout ça. Et elle devait voir un dinosaure qui courait à côté d'elle. Et on voulait faire le dinosaure en 3D, vraiment un truc dangereux, une sorte de vélociraptor hyper agressif et tout, qui les aurait traqués, quoi. Et au final, on n'avait pas beaucoup de budget, ça coûtait trop cher, c'était galère à faire et tout ça, par rapport à ce que tu disais, tu vois. Et donc, on s'est rabattu sur un costume de dinosaure. Je crois que c'est Rémi Gaillard qui l'utilise beaucoup pour ses caméras cachées et tout ça, le mec de Montpellier, là. Vraiment un vieux dino en plastique que vous enfilez, en fait, vous rentrez à l'intérieur. Il y a 2 manettes, il y a une manette pour ouvrir la bouche, une manette pour cligner les yeux. Et donc, on s'est retrouvé avec ce truc un peu en carton, à devoir faire la séquence comme ça. Et au final, presque, je crois, moi, que c'est mieux de l'avoir fait comme ça que si on avait fait un truc en numérique, 3D et tout. Parce que dans le côté un peu faux de la séquence et du dino, j'ai l'impression qu'on se raconte que c'est finalement les dinosaures du parc. Et on comprend que ça puisse se mélanger. Et voilà. Peut-être je dis ça parce que j'avais pas d'autre choix. Mais en tout cas, voilà, tu es toujours obligé de t'adapter. Bon, voilà, donc le dinosaure, il était beaucoup plus statique. Hein. Et ça devait être la fin, ce que je vous disais. En fait, elle devait rentrer avec sa petite sœur de l'école et il y avait des avions qui passaient. Voilà. Ça devait finir comme ça. Bon, et la carte, on l'avait fait pour... voilà. Mais en fait, c'est des petits trucs qui m'ont aidé parce que, par exemple, moi, je me disais, ouais, Béziers, Bédarieux et tout, on s'en fiche un peu. J'ai l'impression que... Je sais pas, que c'était des endroits que je connaissais, qui n'avaient pas forcément d'intérêt. Et le fait d'avoir créé une petite carte comme ça m'a aidé à m'imaginer un petit film d'aventure. Et je me disais, ben là, elle est là. Et comme c'est quand même un film où elle est en mouvement tout le temps, où elle est en train de chercher des choses et tout, c'était assez marrant de se faire ces petites trajectoires. Est-ce que vous connaissez la légende du Caroux, vous qui êtes d'ici? Soi-disant, quand le monde était peuplé de titans, soi-disant, il y avait un couple qui vivait par chez nous, dans l'arrière-pays, Réa et Sebena.
Et l'histoire dit que l'homme est parti à la guerre et que Sébéna, donc son épouse, l'a attendu au bord de la Méditerranée, l'a attendu pendant 1000 ans. Il n'est jamais revenu et que de chagrin, elle serait allée s'allonger dans les terres et se serait transformée en montagne. D'où la femme allongée. Pourquoi les météorites? Pourquoi les météorites? Parce qu'il y a une météorite au début, il y en a une au milieu. Mais qu'est-ce que... Par rapport au titre, par rapport à la symbolique, par rapport à... Tu te racontes quoi? Il y a un truc à côté, il y a l'histoire d'amour, avec tout ça, et à côté il y a la météorite. Au début, on la retrouve à la fin. Ouais. Quoi? Quelqu'un a une idée d'interprétation? Ouais, c'est vraiment... je peux vous dire moi ce que je me suis raconté, mais après, toutes les interprétations sont valables. Hein. Moi, ce que j'ai compris, c'est que elle voit la météorite passer. Le lendemain, elle rencontre le garçon. Et donc, la météorite, elle a fait un dégât sur la Terre, mais le garçon, lui, a fait un dégât sur ses sentiments. C'est la deuxième météorite. On peut le voir comme ça. Ouais. Mais c'est un truc... Vraiment, on pouvait broder. Mais c'est un truc que je me suis dit, moi, que ce qu'elle retrouvait à la fin, le cratère, bah, c'était comme une blessure, un peu une cicatrice. Ça va avec ce que tu dis, le dégât, ouais. Dans le film, en fait, je me suis beaucoup attaché à des symboliques, dans le sens où, comment dire, l'histoire racontée, je sais qu'elle n'est pas méga originale et qu'on l'a vue 10 000 fois. Et en fait, au cinéma, c'est souvent ça, les histoires, on les a vues 10 000 fois. C'est une histoire d'amour, c'est tuer son père, c'est, je sais rien, l'argent. Et vraiment, c'est la façon dont on va regarder les choses qui a du sens, et plus que ce qu'on raconte. Mais tout ça pour vous dire qu'en faisant ce film, en fait, je savais que, je pense que vous avez déjà vu plein de films comme ça, une jeune fille qui a 16 ans, c'est le premier amour, et ça chamboule sa vie. Et en fait, c'est presque un film de genre, avec des règles, comme vous feriez un film de zombies ou un polar, où il y a des codes comme ça. Et donc moi, j'ai essayé de jouer un peu avec ça, et tout en essayant de construire un film plus sur la sensation, le physique, la nature, les symboles, la croyance. Je me suis raconté plein de trucs, après je ne sais pas ce qui se voit dans le film. Mais par exemple, moi, ce que je me raconte avec cette météorite, c'est que ben voilà, Nina, 16 ans, elle a arrêté l'école, donc elle a ce petit boulot dans un parc à dinosaures, là, que vous devez connaître, qui est à Metz, d'ailleurs. Donc voilà, je ne dis pas qu'elle est paumée, mais en tout cas, elle n'a rien dans quoi se projeter et tout ça. Et en fait, ce soir-là, quand elle voit la météorite, à la fois, elle a très peur, au moment, elle se dit, mais est-ce que ça va exploser, est-ce qu'on va tous mourir? À la fois, elle trouve ça magnifique, et elle se raconte que c'est un signe que quelqu'un ou quelque chose lui a envoyé, une sorte de signe divin, si vous voulez. Et le lendemain, elle voit ce garçon, et c'est elle qui se dit, ah ok, en fait, c'est le destin, c'est l'homme de ma vie. Et du coup, elle s'accroche à ce mec-là, mais c'est pas rationnel, quoi. Voilà. Et jusqu'au moment où cette histoire se passe mal, Morad s'en va. Elle est toujours dans son truc. Elle se dit, bon, ben alors peut-être non, c'est pas possible, j'ai pas pu me tromper. C'est pour ça qu'elle s'imagine qu'elle est enceinte de lui, dans un truc de vouloir le garder à tout prix, qui m'appartienne. C'est pas possible que cette histoire, ça finisse aussi bêtement et tout ça. Et finalement, l'enfant n'existe pas non plus, donc il reste plus grand-chose de ça. Et elle se dit, mais alors, est-ce que je suis folle? Est-ce que j'ai tout rêvé? Qu'est-ce qui me reste? À quoi je me raccroche? Et du coup, le seul truc qui lui reste, c'est cette météorite qu'elle a vue au début de l'été. Finalement, c'est la seule chose d'un peu belle et réelle qui lui est arrivée. Donc elle part dans la montagne. Et voilà. Et heureusement qu'elle retrouve le trou. Voilà, mais c'est joué avec les symboliques. Il y a toute une symbolique autour des météorites dans les vieilles civilisations. Dans le christianisme, il y a, soi-disant, les rois mages auraient vu une météorite avant que Jésus naisse. Dans l'islam, Adam et Ève auraient vu une météorite qui leur aurait indiqué l'endroit où construire le premier temple. Et ce serait à la Mecque, il y a une pierre noire qui, soi-disant, viendrait d'une météorite. Donc il y a toute une mythologie comme ça autour
Alors, je ne dis pas que le film aborde la question des religions et tout ça, mais je veux dire, c'est la symbolique de la météorite, quoi, l'idée qu'il y a quelque chose au-dessus. Voilà. Après, vous en pensez ce que vous voulez de ce qu'il y a au-dessus. Le personnage principal, il est bien. Parce que normalement, on croirait qu'elle pleure tout le temps et tout, non, elle pleure un moment, mais en soi, elle force. Et puis, visiblement, ça lui plaît au gars. Et c'est pas un. Si on avait fait une fille qui pleure, ça aurait été un petit peu méchant. Et là, elle s'accroche, quoi. Elle reste sur le côté. Et puis voilà, c'est bien. Elle est solide. Des fois, elle me fait attendre. Elle fait Ce que je me raconte avec cette histoire aussi, c'est que à la fois c'est très réaliste, c'est une chronique, mais moi je l'ai pensé comme un voyage initiatique. C'est à la fin, elle se réveille, elle a conquis quelque chose d'elle-même, elle ne verra plus jamais le monde de la même façon. Et par rapport à ce que tu disais, en fait, moi le film, je me dis c'est la fin de l'innocence, c'est la fin de la naïveté. En fait, presque, c'est comme si j'avais fait le film plus sur un enfant que sur un adolescent. Je ne sais pas si ça a du sens de dire ça, mais je me suis raconté ça. En tout cas, vraiment, les 2 premières parties du film, quoi, beaucoup la première, un peu moins la deuxième, mais je me suis dit, c'est comme une enfant. Je vais la filmer comme si c'était avec le pont jaune, les dinosaures, ces montagnes, voilà, c'est le rapport à la nature qu'on peut avoir quand on est enfant, le rapport direct, comme ça, instinctif et tout ça, et dont on s'éloigne un peu, peut-être à un certain moment. Voilà. Mais voyage initiatique, en tout cas. Film d'aventure, c'est pas Indiana Jones, je sais, mais je sais pas si vous connaissez Indiana Jones ou si c'est déjà un film d'ancien. Mais bon. Le casting, c'était vraiment... on a fait ce qu'on appelle du casting sauvage, c'est-à-dire on n'est pas du tout passé par des agences de comédiens et tout ça, vu que l'idée c'était de rencontrer des jeunes dans la rue. Donc c'est vraiment, on allait traîner un peu dans les lycées, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et dès qu'on voyait quelqu'un, on lui donnait des petits prospectus et tout ça, et ça s'est fait comme ça. Et Zéa, on l'a rencontré dans un concert de rap à 7, un concert de demi-portion, je crois. On était en train de danser et tout ça. Donc on allait la voir, puis on l'a revue le lendemain, et ça s'est fait comme ça, avec elle. Bilal, on l'a rencontré à Béziers, au coin d'une rue. On a discuté avec lui. Et voilà, c'est vraiment sentir si... déjà, il y a une curiosité de leur part, et après, on fait des essais, et ça se fait comme ça. Mais voilà. Mais Zéa, par exemple, c'était un coup de bol de la trouver. Moi, je me raconte souvent que, en fait, dès que j'ai vu sa tache rouge, je me suis dit, c'est elle. Je sais pas comment dire, c'est bête, mais c'est presque comme si elle avait été brûlée par la météorite, ce qu'elle avait vu, et puis c'était quelque chose à quoi s'accrocher. Avec ce film, j'ai voulu aussi essayer de rester petit, faire des gros plans, vraiment l'idée de rester très simple et de faire un portrait d'elle. Ah oui, alors tous, pour le coup, ils n'avaient aucune expérience de jeu ni quoi que ce soit. Surtout, j'ai évité de leur faire apprendre du texte. C'est-à-dire, autant, je disais tout à l'heure, je passais 4 ans à écrire le scénario, autant le jour du tournage, le scénario, il est un peu parti à la trappe. Et le gros du travail, ça a été de leur faire des exercices d'impro. C'est-à-dire, une fois qu'on a eu le casting, on se réunissait dans un parc à Béziers, à côté de la gare. Et je faisais des petits binômes, une séance où c'était Nina et Jamila, Nina Morad, Nina Alex. Je les faisais se rencontrer comme ça pour qu'eux apprennent à se connaître aussi. Et je leur donnais des sujets d'impro, mais vraiment bêtes et méchants, quoi. Vous parlez d'un mec, vous vous disputez, vous racontez un souvenir des vacances. L'idée, c'était pas ce que je leur faisais faire, mais plutôt qu'ils s'habituent à l'objectif. Et surtout pour ce film-là, j'avais envie d'être dans quelque chose de très réaliste et presque documentaire sur eux. C'est pour ça que je leur ai jamais fait de psychologie des personnages ou fait apprendre le truc par cœur. Et surtout, même moi, ça m'a beaucoup aidé à les connaître eux, savoir en fait comment ils parlaient, comment ils se tenaient et tout ça. Et j'ai vraiment tout réadapté autour d'eux. Par exemple, le personnage de Jamila, à la base sur le scénario, Nina devait être un peu plus introvertie. Et Jamila était au contraire la boute en train, qui sortait en boîte, qui buvait beaucoup, qui machin. Et on a rencontré Oumaïma dans son lycée.
Ouais, elle était en seconde. Non, pas ici, c'était avant qu'elle soit ici à Béziers. Et donc, au moment où je l'ai rencontrée, c'est un moment où elle portait le voile, elle était comme ça. Et le personnage de Jamila a changé, quoi. Je me suis vraiment... voilà. J'ai fonctionné un peu aussi au coup de cœur de... Si je trouve quelqu'un, mais que c'est pas le personnage, mais qui est génial, je sais pas. J'essaie de m'adapter, quoi, dans les deux sens. C'était une vraie corrida. Et d'ailleurs, c'était le premier jour de tournage pour la comédienne, Zéa, qui n'avait jamais vu de corrida. Donc, je pense que ça a dû être un premier jour qui l'a marqué, quoi. Et ça se voit à l'image qu'elle est... Après, moi, j'ai pas de discours sur la corrida. Le but, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce qui se passe sur son visage à ce moment-là, on se dit, ah, quoi. Moi, je sens qu'elle est bouleversée de voir ça et que ça arrive juste après que Morad soit parti. Donc, on se dit qu'en fait, elle se prend une gifle encore, quoi. Voilà. Mais on n'a pas tué un taureau pour le film, mais c'est arrivé en vrai. On était aux arènes de Béziers, ouais. Est-ce que, parce que j'ai beaucoup aimé les images, et du coup je voulais savoir si les images étaient déjà pré-travaillées ou si c'était sur un moment, vu que c'est beaucoup de lumière naturelle, tout ça, que tu choisissais le plan, etc. Okay. Donc en gros, on a eu 32 jours de tournage. Voilà. Ce qui reste une moyenne un peu faible, mais quand même une moyenne. Et les images, merci, je le dirai au chef opérateur. Après, le gros truc, nous, ça a été tu dis image, mais de choisir les décors aussi. C'est déjà le premier travail de l'image, c'est choisir ce qu'il va y avoir dans le décor, choisir le costume de la comédienne. Et voilà. Et après, non, il n'y a pas eu de découpage technique. À part pour les moments d'effets spéciaux, où on a fait des storyboards et tout ça. Sinon, le film, c'est vraiment, on en parlait la veille un peu, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi l'atmosphère de la séquence, et on voyait sur le moment. C'est-à-dire que sur mes premiers courts-métrages, j'essayais vraiment de faire un découpage technique, il va se passer ça, 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 ça. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite, mais pour moi, parce qu'après, il y a des réalisateurs pour qui tout est pensé, tout est quadrillé, tout ça. Mais c'est que dès que vous retrouvez sur le décor avec les comédiens et que vous mettez en scène la situation, souvent il faut s'adapter. Ce que vous avez pensé le soir dans votre chambre tout seul, ça ne marche pas forcément, quoi. Donc j'essaie m'adapter. Pourquoi le format comme ça, carré? Parce que c'était le bon, je crois. Ouais. Mais c'était pas évident dès le début et tout ça, hein. C'est vraiment arrivé sur la fin de la prépa. Je pense, d'une part, c'était aussi dans un truc de simplicité, parce que j'étais un peu flippé de faire mon premier long aussi, avec tout ce que ça impliquait. Et je me suis dit que plus ça serait petit, mieux ça serait. Et il y a ça, et puis il y a l'envie de certains plans aussi. Par exemple, le cratère à la fin, là, qu'on est comme ça au-dessus, en plongée et tout ça. C'est tout bête, mais le fait d'imaginer le carré, un rond dans un carré, ça me semblait plus cohérent que dans un autre format. La musique, c'est particulier, ça joue sur deux niveaux. Il y a d'une part la musique qu'elle écoute. Elle écoute beaucoup de rap et voilà, ça c'était pour ancrer le film dans quelque chose de réaliste. Et après, donc, on a composé une musique avec Maxence, le prénom du compositeur. Et l'idée, c'était d'arriver à recréer comme un univers mental, quelque chose qui serait sa petite chanson à elle et qui permettrait au film d'être dans quelque chose d'un peu plus fantastique ou poétique. Et par exemple, on s'est amusé à trouver des sonorités pour la montagne, que la montagne émette un son dès le début, quand elle la voit, il y a une sorte d'écho, comme un radar ou un battement de cœur. Comme si la montagne l'appelait en fait dès le début. On a fait une petite mélodie aussi pour la météorite, qu'on entend quand elle la voit, qu'elle retrouve à la fin. Et voilà, donc on a essayé de faire cohabiter ces deux univers sonores. Et après, avec le compositeur,
à la fois, je l'ai choisi pour son style déjà, pour ça, j'avais pu... c'était la première fois que je travaillais avec lui, mais j'avais vu déjà des courts-métrages dans lesquels il avait bossé et tout ça. Et après, on écoute des choses qu'on aime, des choses qu'on verrait bien pour le film. Et puis c'est un travail d'écriture, des versions, pareil, il y en a 10 ou 15 par morceau. Il a commencé dès le montage. Il nous envoyait des maquettes et ça nous permettait de tester les musiques. Ah, ça me plaît, va plus dans ce sens. Non, ça, c'est pas terrible, on jette et tout ça. Et ça se fait comme ça. Voilà. Montage son, c'est... Alors, en vrai, presque autant que le montage image, ça nous prend 2 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Parce qu'après, même au montage son, vous pouvez rajouter par exemple tous les bruits de dinosaures, les cigales. Parce que par exemple, on a tourné en plein été, mais il n'y avait pas de cigales. Et en même temps, tant mieux, parce que sinon, au son, c'est l'enfer. Si vous avez la voix des comédiens et des cigales en même temps, c'est très compliqué. Parce que montage son, il y a toutes les ambiances et tout. Et aussi, vous pouvez monter les voix. C'est-à-dire que tu peux aller chercher, quand tu as un personnage qui n'est pas à l'image, par exemple, ce qu'on appelle le off, si ce que vous avez tourné, le direct, n'est pas bien, tu peux prendre différentes prises son. Donc, c'est vraiment un travail de montage à re-rentrer dans tous les rushs, les dialogues et tout ça. Et en gros, ouais, 2 mois. Et une fois que vous avez fait le montage image, le montage son, il y a 2 étapes, les étapes finales qui sont l'étalonnage. En gros, est retravailler la texture de l'image, les couleurs et tout ça pour faire les raccords. Et il y a le mixage qui permet de créer une harmonie sonore. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez... c'est un système de pistes sur les logiciels de montage. Donc, il y a par exemple une piste avec les dialogues, une piste avec les ambiances, une piste avec la musique, une piste avec le vent, une piste avec les cigales, machin. Et le mixeur, lui, il va gérer le niveau de chaque prise, de chaque piste. Voilà. Et donc c'est assez génial de faire ça, le mix. C'est vraiment en direct, en plus c'est une console, il fait les trucs en direct et tout. C'est assez beau. C'est assez beau à voir. Ouais. Donc voilà, du coup, parce que moi je suis là devant vous, mais en gros, pendant le tournage, on était une trentaine, l'équipe. Même s'il y a une petite partie du film qu'on a fait en équipe réduite, les scènes à la plage, la corrida et la partie finale dans la montagne, on était juste 6. L'idée, c'était d'être léger, de pouvoir se faufiler et faire des trucs qu'on n'aurait pas pu faire plus nombreux. Donc en gros, on était 30 sur le tournage et je dirais 30 ou 40 personnes après, pour la post-production et la production, maintenant les distributeurs. Voilà, donc ça fait du monde, ça fait des salaires. Bah, le film, en gros, a coûté un peu moins d'1 million d'euros. Combien? Ah, voilà, alors parlons des gros budgets. Un peu moins d'1 million d'euros. Et sachant que le budget moyen d'un film français, c'est aux alentours de 2 millions, quoi. Le budget moyen, si vous mélangez tout. Après, voilà, donc je vous parle de montant, mais par exemple, un court-métrage, vous voyez, un court-métrage qui va être bien financé sur Canal+ et tout ça, ça coûte entre 80 000 et 200 000 euros. Après, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que ça comprend les salaires. C'est que c'est un vrai métier, en fait. Et que sur un court-métrage qui va coûter 100 000 euros, ben, il y a 60 000 euros qui vont être les salaires des gens et les charges que vous allez payer. Et après, sur le reste, ben, c'est location de caméras, faire dormir les gens, les faire manger, tout ça. Donc, la charge principale, c'est les salaires sur un film. Ce qui est une bonne chose parce que c'est quand même un vrai métier. C'est un ami qui s'appelle Romain aussi, Romain Sylvie, qui travaillait sur le casting. En fait, sur le casting, il y avait 2 personnes. Il y avait Anne Béliard et Romain Sylvie, et moi avec eux. Et en fait, cet ami il fait du VJing. Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est comme des DJ, sauf que c'est avec des images. Alors lui, il a tout un tas de machines et tout ça. Et en fait, il peut déformer les images en direct. C'est-à-dire qu'il va prendre une image et mettre des filtres, la déformer, la passer dans des... Bon, je ne vais pas t'en dire plus. Et en gros, ce petit truc bleu, c'est un système tout bête. C'est-à-dire qu'il a sa caméra, il avait une caméra mini DV. Et il a filmé le retour de la caméra.
Tu vois ce que c'est le retour quand tu branches la caméra pour avoir l'image. Et en gros, avec sa caméra, il filmait ce que voyait la caméra. Et en fait, le fait de filmer ce qu'il est en train de voir, ça crée une sorte de boucle qui fait que le signal se détériore et devient complètement fou. Et ça se met à créer comme ça de la matière, des bulles et tout ça. Après, c'était pas bleu et tout. Lui, à l'ordinateur, il a retravaillé la texture et tout. Mais à la base, c'est juste un signal vidéo déformé. Voilà. Et moi, je me raconte, c'est une petite molécule dans la météorite aussi. Ça peut être un truc... Longue vie à vous, vive le cinéma. Allez, merci beaucoup.